Académie Chan, Éducation Plus, du cours de la 6e en terminale, en podcast. Chapitre 10. La liberté. Introduction. Début 2011 restera longtemps gravé dans la mémoire de l'humanité, à la grande surprise de tout le monde et pour revendiquer plus de liberté. Les peuples du Moyen-Orient que l'on croyait faits pour la soumission ont levé le talon contre leurs dirigeants. La vague des révolutions qui a secoué ces peuples est déjà baptisée du nom de printemps arabe. Tout homme, tout peuple aspire naturellement à la liberté. L'épanouissement total est une chose impossible pour les personnes et les communautés qui manquent de liberté. Mais le combat pour la liberté est souvent éloigné de son objectif par les mauvaises conceptions de la liberté. En effet, la licence et le sentiment d'être libre sont généralement pris pour la liberté, alors qu'il n'en est rien. Le premier point de ce chapitre porte justement sur les faux amis de la liberté. Le second point relance le débat d'une possible conciliation entre liberté humaine et déterminisme de la nature. Le dernier point montre le rôle exceptionnel que la société joue dans la concrétisation des libertés individuelles. Grand 1. La liberté et ses faux amis. La liberté est communément comprise comme absence de contrainte. N'est libre que la personne qui fait ce qu'elle veut, ce qui lui plaît. L'homme libre, liber en latin, se pose comme le diamétralement opposé de l'esclave parce qu'il n'obéit qu'à lui-même. L'esclave ne dispose pas de sa personne. Le maître a le dernier mot sur la vie de l'esclave. Cependant, l'absence totale ou la suppression des contraintes est-elle la liberté? Dès lors que les contraintes sont complètement détruites, on tombe dans la licence. Jusqu'à preuve de contraire, la liberté n'est pas licence. S'il est dangereux de confondre liberté et licence, il serait encore plus grave de prendre le sentiment de liberté pour la liberté. L'homme qui vit dans la licence a le sentiment d'être libre mais il n'est pas libre. La licence ne rend pas libre dans le sens où elle fait du sujet l'esclave de ses propres plaisirs. Il ne fait pas ce qu'il veut mais plutôt ce que ses plaisirs lui dictent. Pour preuve, le soûlard regrette habituellement les propos malveillants débités pendant son état d'ébriété. Grande est sa tristesse de n'avoir pas pu garder les secrets qu'on lui a confiés. Il pensait pourtant avoir librement décidé d'aller boire un coup. Sans le savoir, il est esclave de son bon plaisir. Le désir libre du soûlard d'aller prendre un verre est en réalité une soumission aveugle au plaisir qu'il en tire. Nous pouvons donc avoir l'illusion d'agir librement quand bien nos pulsions naturelles, nos passions et l'influence de notre entourage nous maintiennent sourdement dans un esclavage sans nom. Pour savoir si nous sommes libres ou pas, nous devrions commencer par questionner les mobiles qui nous poussent à l'action. Si l'interrogation sur la liberté ne commence pas par ce point, elle a toutes les chances d'aboutir à des illusions. Les aliénations et les servitudes dont nous souffrons se cachent habituellement derrière le masque de la liberté. Elles ont l'apparence de la liberté alors que leur réalité est tout autre. Par manque d'un questionnement sérieux sur les causes de leur action, beaucoup d'hommes sont devenus complices de leur assujettissement. Comment comprendre que certains de nos semblables vivent dans la servitude et l'oppression sans jamais se plaindre ni manifester le moindre signe de mécontentement? La chose est d'autant plus étonnante que les opprimés sont toujours plus nombreux que les oppresseurs. Le nombre de ceux qui gardent les autres dans les fers est souvent fort négligeable, mais ils ont une autorité dévoratrice et une insolence tapageuse qui les font craindre de tous. Or, à bien réfléchir à la chose, on perçoit clairement qu'une minorité insignifiante ne peut dominer une majorité et la priver de liberté que si la majorité se laisse faire. Les dominés de notre monde sont donc complices, même de façon inconsciente, de la domination à laquelle on les soumet. Soit ils sont résignés à l'oppresseur, soit ils ignorent qu'on les opprime. Étienne de la Boétie trouve une autre explication au fait que beaucoup se soumettent à la tyrannie sans regimber. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Ils disent qu'ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont vécu ainsi. Ils pensent qu'ils sont tenus d'endurer le mal, s'en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent. Triste condition que celle de ceux qui s'habituent honteusement à l'oppression. La liberté n'est jamais offerte d'emblée ni à aucun peuple tyrannisé ni à aucune personne assujettie. La liberté se conquiert, elle ne se donne pas.
La liberté s'arrache. Il y a un prix que doit payer qui aspire à la liberté. Même quand on a conquis sa liberté, il faut continuer de se battre pour la conserver. Pourtant le combat pour la liberté doit être fait dans le respect de l'oppresseur. Celui-ci n'a pas encore accédé à la pleine humanité. Autrement il n'opprimerait personne. Dans la lutte pour la liberté on ne combat pas la personne de l'oppresseur mais plutôt l'oppression dont il est coupable. Reconnaissons tout de même que beaucoup ne combattent pas pour obtenir leur liberté parce qu'ils sont convaincus d'être destinés à l'oppression. Grand 2. La liberté aux prises avec le déterminisme. Le fatalisme est probablement le pire des ennemis de la liberté. Les fatalistes prennent la vie comme elle se présente à eux. Difficile, facile, ils acceptent la vie et les événements qui la jonchent sans vouloir y changer quoi que ce soit. Le fatalisme prétend que tout homme a son destin, et le destin, rien ni personne ne peut le changer. Tout homme qui croit diriger sa vie par ses talents et ses initiatives s'agite en fait à l'intérieur de ses propres limites. Le fatalisme décourage donc toute recherche de la liberté. Selon cette doctrine, aucun homme n'est libre parce que chacun ne fait qu'accomplir, sans le savoir, ce que son destin a prévu pour lui. Un grand nombre de physiciens défendent l'idée d'un déterminisme dans la nature. La nature est déterminée, c'est-à-dire que l'état présent de l'univers est le produit de son état antérieur. En outre, son état présent permet de prédire avec certitude son état futur. Rien dans l'univers n'advient au hasard, spontanément. L'univers a ses lois. Nul ne peut les changer. En fait, l'homme ne serait pas libre parce qu'il est un être naturel. Si la nature est déterminée et que l'homme est naturel, issu de la nature, donc l'homme est déterminé. Il n'a pas d'autre choix que de commander à la nature en lui obéissant. En d'autres termes, le progrès technoscientifique est fonction de la connaissance que l'homme a des lois de la nature. Pour dominer la nature, il faut connaître ses lois et les respecter. Même si on venait à prouver la fausseté du fatalisme, le déterminisme de la nature continuerait de porter des coups mortels à la liberté humaine. Le fatalisme tout comme le déterminisme n'est pas des doctrines crédibles. Tout homme fait l'expérience qu'il a la possibilité d'influencer le cours de sa propre vie par les décisions qu'il prend, le comportement qu'il adopte, le style vestimentaire qu'il choisit, etc. Nous pouvons être libres au milieu des nécessités qui s'imposent à nous. La liberté humaine n'est pas une liberté désincarnée. Jean-Paul Sartre souligne que la liberté s'incarne toujours dans une situation donnée. C'est à l'intérieur des frontières imposées à l'homme par la nature que sa liberté doit se déployer. L'homme possède une intelligence et une volonté qui lui permettent de donner une teinte particulière à sa vie. Sartre ne doute pas du fait que la nature humaine soit déterminée. Il met plutôt l'accent sur ce que nous faisons de cette nature. Nous sommes capables de transformer notre nature déterminée. Cela parce que nous existons avant d'être. L'homme, tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien. Il ne sera qu'ensuite, et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut, et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Tout compte fait, la liberté est avant toute autonomie, c'est-à-dire la capacité de se réguler, de vivre selon les règles qu'on se prescrit. Une personne libre est autonome, elle se gouverne elle-même. Les stoïciens sont très instructifs à ce sujet. Ils furent parmi les premiers philosophes à découvrir que la liberté est d'abord d'ordre intérieur. C'est au niveau de notre conscience que nous devons d'abord être libres et chercher à construire notre bonheur. Pour être vraiment libre, et non vivre dans l'illusion de la liberté et les chaînes du fatalisme, nous devons apprendre à maîtriser nos désirs et nos aversions, car nos désirs et nos aversions sont les vrais obstacles de notre liberté. Dans le discours de la méthode, Descartes s'est proposé de changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Prise dans un autre sens, l'autonomie est contre le suivisme, les allégeances honteuses,
la soumission servile à l'autorité et la mise en pratique aveugle des conseils. L'homme libre est celui qui relève le défi de penser par lui-même. Sa pensée résiste à l'opinion dominante. Pour penser par soi-même, il faut d'abord être libre. Dans le cas contraire, le souci de plaire, la crainte de déplaire, l'option pour les points de vue qui rassemblent, prennent la place de la pensée véritable. Il n'y a de pensée, déclare Alain, que dans un homme libre, dans un homme qui n'a rien promis, qui se retire, qui se fait solitaire, qui ne s'occupe point de plaire ni de déplaire. L'exécutant n'est point libre, le chef n'est point libre. Cette folle entreprise de l'union les occupe tous deux. Laisser ce qui divise, choisir ce qui rassemble, ce n'est point penser, ou plutôt c'est penser à s'unir et à rester unis. C'est ne rien penser d'autre. La liberté n'implique pas pour autant le refus catégorique d'écouter l'autre. La personne libre sait prendre le temps d'écouter les positions et les conseils des autres, seulement elle ne met pas automatiquement en pratique ce qui lui est conseillé, car la liberté n'a de sens que dans la vie en société. Grand 3. Hors de la société, point de liberté. La liberté ne devient réalité qu'au sein d'une communauté humaine. Originellement, le concept de liberté n'était applicable qu'à la sphère de la vie sociale et des rapports interpersonnels. La notion de liberté politique est donc antérieure à celle de liberté intérieure. Hannah Arendt tient à le rappeler, le champ où la liberté a toujours été connue, non comme un problème certes, mais comme un fait de la vie quotidienne. Et le domaine de la politique. Autrui ne limite pas seulement ma liberté, il en est la condition. En effet, comment être libre ou en captivité si on est seul? Étant donné que la liberté n'a de sens que dans la vie sociale, il revient aux autorités de la société de veiller à la préservation de la liberté de chacun. Le train-train quotidien abonde en exemples qui prouvent que la société ne libère pas forcément les individus. Elle devient parfois un obstacle à l'exercice même de leur liberté. Il n'y a pas que la société qui menace la liberté humaine. La passion de l'égalité peut être vécue comme une menace de la liberté. Les passionnés de l'égalité ont une certaine méfiance vis-à-vis de toute initiative personnelle sous prétexte qu'elle aboutirait à la création des inégalités sociales et des privilèges non justifiés. On en arrive au nivellement des individus et au tassement des initiatives personnelles. Une trop grande passion de la liberté, un désir effréné de vivre dans la liberté, a de fortes chances de devenir ennemi de la liberté. Il y en a qui poussent trop loin l'exercice de leur liberté au point d'empêcher ceux qui vivent avec eux de s'épanouir. Conclusion. La réalité de nos sociétés est effrayante. Les oppresseurs sont, dans la plupart des cas, moins nombreux que les opprimés. Devant cette réalité, la conclusion selon laquelle les opprimés sont complices de leur oppression devient évidente. Quantité de personnes privées de liberté sont fatalistes. Elles entendent se résigner à leur destin, car aucune autre solution n'est possible. Quoique athée, l'existentialisme sartrien se veut optimiste et libérateur. Il est possible pour l'homme d'être libre à l'intérieur même du déterminisme de la nature. C'est à l'homme, dans les marges de la situation qui est sienne, de choisir et de réaliser ce qu'il veut être. Le déterminisme de la nature n'a ni il ni l'intelligence ni la volonté créatrice de l'homme. Cependant, on peut avoir le sentiment d'être libre sans qu'effectivement on soit libre. Aussi, la liberté ne devrait pas être confondue à la licence. La liberté véritable s'appelle l'autonomie. Elle n'a de sens que dans les murs d'une cité.